Aujourd'hui, événement rarissime. L'application Tinder s'installe dans la vie réelle. La branche française du géant mondial de l'amour en ligne organise une grosse opération de communication pour fêter la fin de la pandémie. Tinder, c'est plus de 66 millions d'utilisateurs à la recherche d'un ou d'une partenaire ou d'un simple coup d'un soir. Un chiffre en nette augmentation depuis le début de la pandémie. En Suisse aussi, l'application est numéro 1. Tinder appartient au groupe Match, qui possède 14 autres applications plus ou moins payantes qui promettent toute la même chose, rencontrer l'amour sans quitter son canapé. Ici à Lyon, l'entreprise organise des séries de jeux destinés à se rencontrer. Plutôt chien ou plutôt chat? Des jeux ludiques, parce que Tinder veut d'abord séduire les jeunes. Selon leurs représentants, près de 50% des utilisateurs de Tinder ont moins de 25 ans. Accompagner les gens dans leur premier rendez-vous, qui peut parfois être très gênant, et justement, on peut casser ça en proposant des activités, donc c'est vraiment très sympa pour eux. Sympa, jeune, ludique, mais Tinder est aussi la porte ouverte sur un monde de cauchemars où rôdent les prédateurs sexuels. Vous voulez savoir comment fonctionne une application de rencontre? Explication. Il vous suffit d'installer l'application sur votre téléphone, de rentrer un nom, un âge, une adresse email et d'ajouter une jolie photo de vous. Ça y est, c'est fait. Votre profil figure sur la plus grande plateforme de rencontre au monde. Indiquez ensuite vos préférences, vos goûts, votre périmètre de recherche. Les algorithmes s'occupent du reste et vous présentent des dizaines de profils. À vous de swiper, balayer en bon français. À gauche si vous n'aimez pas, à droite si vous aimez et au suivant. Si la personne vous aime en retour, il y a match. Et là, le flirt peut commencer. Tout cela a l'air d'un jeu d'enfant. Mais il y a une face sombre derrière la communication léchée de Tinder. De nombreuses affaires d'agression sexuelle ont été relatées un peu partout dans le monde à la suite de rencontres via ce genre d'application. La Suisse romande n'est pas épargnée par ce phénomène. Alors que l'emploi des applications de rencontres s'est banalisé, notre enquête révèle que les risques qui en découlent ne sont pas suffisamment connus ou pris au sérieux par les autorités. Quant aux entreprises qui profitent de ce nouveau marché, elles nient leurs responsabilités en cas de dérapage. Clara quitte son Italie natale il y a quelques années et s'installe en Suisse pour terminer son doctorat à l'université. Par crainte d'être reconnue par son entourage, elle préfère rester anonyme. Je travaillais sur Berne et j'avais vraiment pas de temps. Je travaillais beaucoup, j'avais pas de temps pour sortir, connaître des gens et je me sentais un peu isolée. Donc du coup, j'ai dit, je m'inscris à ces sites de rencontres, comme ça c'est plus facile. J'avais beaucoup d'amis qui faisaient ça et ça me semblait très sympa et très facile aussi. Ça faisait longtemps que j'avais plus de copains et du coup j'étais un peu fragile, j'étais un peu exposée si on veut. Grâce à Tinder, Clara se connecte avec plusieurs hommes. L'un d'eux sort du lot et après quelques jours d'échanges, ils décident de se rencontrer près de chez elle. Il était très sympa, très charmant, il me posait beaucoup de questions. Et puis, c'était assez tard, il m'a proposé de regarder un film. Moi, j'étais pas très sûre, mais il était très insistant. Il disait tout le temps que le film, il était super, très rigolo. Et voilà, il a insisté beaucoup. Du coup, j'ai dit oui. Et on a été chez moi et on a regardé le film et puis après, il me sautait dessous. Mais j'ai dit clairement, je ne veux pas faire l'amour. J'ai dit vraiment clairement, ça je me rappelle. Parce que je ne me sentais pas. C'est pas le moment, c'était pas... Ok, des bisous, ça va, quelque chose de plus, mais je ne voulais pas. Et est-ce qu'il a respecté ça? Non, parce qu'à un certain moment, je sais pas, j'avais l'impression qu'il m'avait enlevé les vêtements très facile. Je sais pas.
Il voulait aller plus loin. Je sentais qu'il insistait, je ne sais pas comment dire. C'était vraiment... il insistait pour rentrer, en gros. Après, avec une excuse que je devais aller aux toilettes, je l'ai poussé et j'ai dit je dois aller aux toilettes et puis je suis enfermée dedans. Ça m'allait pas cette situation, je devais l'arrêter. Et puis j'étais longtemps dedans les toilettes, je sais pas combien. Je comprenais pas ce qui était en train de se passer. Si c'était ma faute, si c'était sa faute. Et après, je sais pas combien, je suis habillée et je suis sortie et je lui ai dit, je pense que c'est mieux que tu t'en ailles. Et je m'excusais même, ce qui semble tellement absurde parce que c'est lui qui s'est pas bien comporté. Si j'ai dit, je veux pas aller plus loin que ça, il aurait dû respecter. Et après, il s'en est allé et moi, je me rappelle que j'avais le téléphone, je recontrôlais sur Tinder et il m'avait enlevé le match. Et du coup, je pensais, c'est quand même un peu salaud, ce gars. Si on peut dire ça. L'option Unmatch, c'est une subtilité de l'application Tinder. Tout aussi facilement qu'on peut matcher avec quelqu'un, on peut l'unmatcher, c'est-à-dire effacer toute trace de son profil et mettre fin aux échanges en ligne. Watch me. C'est comme si la rencontre n'avait jamais eu lieu. Le crime parfait, en somme. Stefan Koch est spécialiste en sécurité informatique. Il fait de la prévention chez les adolescents et connaît bien les dérives possibles des applications de rencontres. La discussion disparaît. Donc l'échange disparaît complètement. Mais c'est là aussi qu'il est important des fois de garder trace de tout ça avec des captures d'écran, avec tout un ensemble d'actions à caractère préventif au cas où tout d'un coup on vient avoir un problème avec une personne donnée. Ça m'a vraiment bouleversée. J'ai commencé à trembler et je me disais, et tu veux voir que ce gars, il a fait exprès, qu'il connaissait cette mécanique de pouvoir enlever le match, comme ça on ne trouve plus ses données. Parce que moi, je ne me rappelle plus son nom. Je n'ai pas sauvegardé, je n'ai pas pris en photo de l'écran avec ses coordonnées. Et pardon, ça me bouleverse encore, on peut m'en parler. Clara a su écouter son instinct de survie cette nuit-là. Mais elle s'est retrouvée bien démunie quand son agresseur a disparu. L'option Unmatch est bien utile pour se débarrasser d'une personne agressive ou harceleuse. Mais elle empêche aussi les victimes potentielles de dénoncer ou de retrouver une personne malveillante. Un autre problème vient s'ajouter, celui des faux profils. Ils sont monnaie courante sur les applications de rencontres. Camille est directrice financière, elle a 46 ans. Divorcée, elle se sent prête l'an dernier à retenter sa chance en amour. Elle s'inscrit sur Tinder et indique clairement qu'elle recherche une relation sérieuse. Camille échange avec un homme qui prétend avoir 51 ans. Il rentrait tout à fait dans les critères que je m'étais fixés en fait, pour une rencontre. Donc on a pris rendez-vous et puis on s'est retrouvés dans un bar. Et en fait, en arrivant, j'ai constaté que la personne ne correspondait pas du tout à la photo. Voilà, il m'explique en fait sa position au niveau profession ne lui permet pas en fait de divulguer son véritable prénom et que c'est pas non plus sa véritable photo parce que il peut être reconnu parce qu'il est de profession libérale. Et sur ça me paraît tout à fait convaincant en fait. Voilà, sur le moment, je me suis dit je reste. J'aurais eu le choix à ce moment-là de partir, mais bon, je me suis dit je reste. Le courant passe bien. Les échanges entre eux deviennent quotidiens. Il lui propose un deuxième rendez-vous, cette fois dans un restaurant proche de son chalet où il l'invite à passer la nuit. Je tiens aussi à préciser qu'entre-temps, on s'était eu au téléphone durant la semaine et puis il m'avait dit « T'inquiète pas, le chalet est grand, il y a suffisamment de chambres. Si tu veux aller dormir dans une chambre d'amis, il n'y a aucun problème. » Donc ça aussi, c'était une des raisons qui m'avait mis en sécurité d'une certaine manière en me disant il paraissait très gentleman en tout cas à ce moment-là. Et donc arrivé au chalet, il m'a tout de suite embrassée et on avait passé un bon moment et je trouvais ça assez agréable.
Et là, on a eu un essai d'un premier rapport consentant, sauf qu'il n'a pas eu d'érection. Après plusieurs tentatives infructueuses, il se résigne à dormir. Gênée par les ronflements de son hôte, Camille s'en va dans une des chambres d'amis et s'endort profondément. À un moment donné, dans la nuit, il est venu en fait dans le lit et il a soulevé le duvet sous lequel j'étais. Il m'a écarté les jambes et puis il a introduit son sexe sans préliminaire, sans rien me demander. Et sur le moment, j'étais tellement figée et stupéfaite de ce qui se passait que j'ai rien dit et j'ai laissé faire. Après, il a quitté la chambre et il m'a laissé comme ça, sans explication, sans même un mot, rien, quoi. Je veux dire, il a fait ce qu'il avait envie de faire et il est parti. J'ai pas réussi à me rendormir après. Je savais pas comment réagir. Je me suis posé plein de questions. Pourquoi il avait agi ainsi? Pourquoi lui qui paraissait tellement charmant jusqu'à présent? Et à 7h du matin, il est passé devant la porte et je l'ai suivi dans la cuisine. Puis il m'a dit « Non, mais tu peux te rendormir ?» Je lui ai dit « Non. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui t'a pris de me prendre de force comme un mâle alpha ?» Et puis il m'a dit « Tu n'as pas crié. » Et du coup, je me suis dit j'ai culpabilisé en fait. Je me suis dit non, en effet, j'ai pas crié. Et je lui demande mais du coup quand c'est que je pars, et il me dit dès que t'es prête, tu peux y aller quoi. Donc du coup, j'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Sous le choc, Camille reste dans un état de grande confusion pendant plusieurs jours. Elle finit par se confier à une amie qui l'emmène à l'hôpital pour établir un constat d'agression sexuelle. Et donc la gynécologue m'a fait les examens gynécologiques et en fait elle a constaté que j'avais des lésions au niveau du vagin et au niveau des traces de doigts en fait au niveau de l'entrejambe. C'était comme un électrochoc en fait de voir que quelqu'un, un médecin, mette des mots dessus et en fait me dise simplement qu'en fait oui en effet j'ai pas crié mais que les marques laissées sur mon corps laissent suggérer quand même une violence de l'acte. Voilà. J'ai mis plusieurs mois en fait à m'en remettre. Je suis suivie par un psy. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, essayer de comprendre en fait ce qui s'était passé, pourquoi j'ai réagi comme ça. C'était clairement, j'ai culpabilisé en fait d'être montée à son chalet, j'ai culpabilisé d'avoir pas crié, j'ai culpabilisé d'avoir pas réagi par la suite, de lui avoir envoyé des messages et je me disais mais qui c'est qui va me croire en fait. J'ai tout fait comme si il s'était rien passé par la suite. Quand vous regardez en arrière tous les différents éléments où il y avait justement c'était pas la bonne identité au début, quand vous voyez toutes ces choses, comment vous le comprenez maintenant? Maintenant je me dis que j'aurais dû fuir tout de suite. C'est-à-dire que j'aurais même pas dû rester m'asseoir à sa table dans ce bar. Moi-même, je suis aussi allée sur cette application parce qu'elle est gratuite. Et puis maintenant, c'est vrai que je regrette, en fait, d'une certaine manière. Je me dis que j'aurais peut-être dû aller sur une application payante et qui soit peut-être plus regardante au niveau des personnes qui s'inscrivent. Pour empêcher cet homme de répéter ses méfaits, elle porte cette affaire devant la justice. La procédure est en cours aujourd'hui, c'est pourquoi elle témoigne à visage caché. L'enquête judiciaire lui apprendra que son agresseur a également menti sur son âge, car en matière de vérification des identités des utilisateurs, chez Tinder, c'est le règne du laxisme. Alors, il n'y a pas de vérification proactive de la part du service, mais il n'y a pas une volonté vraiment de vérifier l'identité même de la personne qui est détentrice du compte. Donc là, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de lacunes, ce qui fait qu'on peut, oui, créer un compte ou un faux compte extrêmement facilement. Est-ce que les moyens techniques existent pour vérifier les identités des utilisateurs ?
Oui, alors tout à fait, les moyens techniques existent. D'autres plateformes peuvent tout à fait demander une copie du passeport, par exemple, ou une copie d'une pièce d'identité. De cette manière, on pourrait vérifier l'identité d'un utilisateur. Mais peut-être que des plateformes, justement, comme Tinder ou autres, estiment que c'est trop coûteux pour elles de procéder à ce genre de vérification. Elles n'ont pas envie de le faire. Ou elles ont peur de perdre une partie des utilisateurs et éventuellement de collecter moins de données, d'avoir moins de rentabilité sur les études de marché et autres moyens de monétisation de ces données qu'elles pourraient quelque part en tirer. Et donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser à ce niveau-là. Sur Tinder, n'importe qui peut donc se créer un faux profil, puis disparaître, ce qui en fait un espace idéal pour d'éventuels prédateurs. Nous souhaitions confronter Tinder à nos questions et avons négocié pendant plus de 3 mois pour obtenir une interview. Peine perdue, aucun de leurs représentants n'était disponible. Nous devons nous contenter d'une réponse écrite. Tinder nous assure prendre la sécurité des utilisateurs au sérieux. Afin d'améliorer la protection des membres en Suisse, ils annoncent la création de ce qu'ils appellent un centre de sécurité. En fait, une page sur l'application redirigeant vers des ressources existantes d'aide aux victimes. Tinder promet de commencer à vérifier les documents d'identité lors de l'inscription, une option qui sera volontaire, sauf si la loi l'exige. Mais pour l'instant, la loi suisse n'oblige pas les applications de rencontres à vérifier les identités. Ces plateformes restent donc des zones de non-droit qui n'ont aucun avantage à contrôler les utilisateurs lors de l'inscription. Car plus il y a d'inscrits, plus il y a de données personnelles qu'elles peuvent revendre à des tiers et ainsi engranger des bénéfices. L'amour en ligne, c'est d'abord un très gros business. Grindr est une autre application de rencontre. Elle fonctionne à peu près de la même manière que Tinder et vérifie tout aussi peu l'identité de ses membres. La principale différence, c'est qu'elle s'adresse aux personnes homosexuelles. Emeric est travailleur social dans la santé sexuelle. Il constate que les applications peuvent être la source de dangereux malentendus. Les applications, pour moi, elles cassent une étape. C'est vrai qu'elles cassent l'étape du rapprochement, du feeling qui se passe en fait entre deux personnes quand elles se rencontrent. L'application, elle aurait tendance à accélérer le processus et puis à induire le fait que si on se rencontre, c'est forcément pour avoir un rapport sexuel. Alors qu'on peut très bien se rencontrer sans avoir de rapport sexuel. Et puis même, j'aimerais dire, on peut parler de sexualité et d'intimité sur l'application, se rencontrer et simplement aller manger au resto sans qu'il y ait forcément un rapport sexuel. Alpagay est une association de soutien et de prévention pour les personnes concernées par les questions de genre et d'orientation sexuelle. Aujourd'hui, Emeric a rendez-vous pour une consultation avec Lionel, qui a accepté de livrer son récit devant notre caméra. À l'époque des faits, Lionel est mineur, mais déjà sur Grindr. Un homme plus âgé l'aborde. Lionel lui précise son âge, mais ils conviennent tout de même d'une rencontre. Je ne savais pas grand-chose sur lui, mais j'avais quand même sur le moment essayé de mettre les choses le plus au clair possible. Par message, on avait discuté, je lui ai dit que voilà, j'étais d'accord de se voir, qu'on regarderait un film, donc c'était ce qui était prévu, et que voilà, il n'y aurait pas forcément grand-chose qui se passerait. Je lui ai averti que c'était juste pour ça, discuter, passer un moment comme ça sans beaucoup d'attente. Donc on avait décidé comme ça. Et donc au moment où j'arrive dans l'ascenseur pour monter dans son appartement, il y a un moment où il me plaque en fait contre l'ascenseur et puis il se met à m'embrasser. Et moi sur le moment, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai complètement déconnecté à partir de ce moment-là. J'avais l'impression de plus vraiment être là parce qu'il me serrait vraiment très fort. Je le suis presque mécaniquement, je réfléchis plus. Et il me fait rentrer dans son appartement, puis dans sa chambre. Et donc, quand vous rentrez directement, il t'emmène dans sa chambre. Non. Okay. Finalement, il n'y a pas eu de film. D'accord. Mais du coup, il m'emmène directement dans sa chambre. Il me fait comprendre qu'il faut que je me déshabille. Après, voilà, très honnêtement, je me souviens plus de tous les détails parce que voilà, j'étais dans un état vraiment
j'avais plus de contrôle, je bougeais plus. En fait, j'étais tétanisé. Et du coup, à un moment, c'est presque lui qui me déshabille. Il m'allonge sur le lit. Et quand il fait donc ce qu'il a à faire, entre guillemets, et il y a un moment, je me souviens, j'étais même plus dans mon corps. Et je me voyais juste de l'extérieur, limite mort sur le lit. Et lui, il continuait. Et c'est seulement après, donc, quand il a terminé ses affaires, donc il est sorti de la chambre, il a reçu un appel. Et c'était un peu le petit événement qui m'a fait me réveiller gentiment, je pense. Et j'ai commencé justement à m'habiller doucement et à dire justement que je devais y aller, que j'avais reçu un message de ma mère comme quoi il fallait que je rentre, ce qui était faux. J'en ai parlé pour la première fois à une amie, une semaine après, en tout cas. Elle me demande s'il avait mis un préservatif. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait, il n'en avait vraiment pas mis. À partir de ce moment-là, justement, j'ai un peu pris mon courage à deux mains et puis je lui ai réécrit pour lui demander pourquoi il ne s'était pas protégé. Et puis il m'a dit que comme ça devait être ma première fois, il avait envie d'assouvir son petit fantasme et qu'il avait envie de prendre son pied. Enfin, c'est vraiment les mots qu'il a utilisés. Et je culpabilisais beaucoup, parce que pour moi, j'étais fautif, parce que j'étais mineur déjà de base, donc j'avais pas le droit d'être sur cette application. Lionel témoigne à visage découvert pour sensibiliser au fait que les hommes aussi peuvent être victimes d'agressions sexuelles. Des problématiques liées aux applications qui ne surprennent pas Émeric. Dans les témoignages que je reçois, souvent les personnes, quand elles me parlent, elles ne considèrent pas qu'elles ont vécu une agression sexuelle, mais elles me racontent, par exemple, j'ai discuté avec un homme sur l'application, on s'est rencontrés, on s'est embrassés, il y a eu un peu de sexe, puis à un moment donné, en fait, j'ai perdu le contrôle et il s'est passé quelque chose. Et là, c'est important en fait, de rappeler à la personne que ce n'est pas elle qui a perdu le contrôle, que ce n'est pas une perte de contrôle qui est de sa responsabilité, mais c'est là en fait, où la frontière du consentement est plus respectée. Le consentement, pour moi, il est à chaque étape. Et c'est hyper important en fait, de questionner le partenaire ou la partenaire sur le rapport qu'on veut avoir. C'est de poser la question. C'est pour éviter en fait, de se retrouver après dans une situation problématique où il y a une personne qui se sent victime et une personne qui est auteur. Le consentement est une notion souvent mal comprise par les auteurs de violences. C'est pour sensibiliser à cette question qu'Eva a aujourd'hui le courage de témoigner à visage découvert. Eva est étudiante en médecine. Il y a 5 ans, elle redouble sa première année et travaille beaucoup pour réussir son examen. Elle installe Tinder pour se changer les idées et peut-être rencontrer l'amour. Un soir de révision, elle se connecte et match avec un jeune homme. On a commencé à discuter et puis il était assez insistant déjà par message. Et en fait, à un moment donné, vraiment, il m'a proposé il m'avait proposé plusieurs fois de le voir. Et en fait, c'était compliqué parce que lui, il habitait en France voisine. Moi, j'étais très prise par mes révisions. Et du coup, vraiment, c'est vraiment un soir où j'étais en mode j'en ai marre. Genre, j'ai envie que quelque chose se passe, que j'ai un peu pris l'impulsion et je suis en mode ok, ce soir, on peut se rencontrer. Lui était, déjà dans le contact, il était pas facile. Genre un peu, je sais pas si le terme, j'aimerais dire violent, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu abrupt, un peu très très rentre dedans, être un peu, toujours pas hyper respectueux. Il avait des propos sur des gens, qui auraient dû m'inquiéter. Il était déjà un peu alcoolisé. La première impression, je me souviens, dans la voiture, pendant ces 2-3 heures, j'étais en mode, je le sens pas, mais quand même. Et puis après, il m'a proposé, il m'a dit, il était très cash en fait, il me laissait pas du tout de possibilité. Il était vraiment en mode, soit maintenant tu viens chez moi, soit on se revoit pas, ou un truc comme ça. Quelle décision vous avez prise ? Je l'ai suivi chez lui. Et je suis montée, on est allé dans sa chambre et j'ai souvenir que je trouvais la chambre était immonde. Et il fumait, il y avait
des cendriers partout, ça sentait qu'il n'y a pas eu beaucoup de ménage ces derniers temps, il y avait un peu des cadavres de bouteilles. Et j'étais un peu en mode, où est-ce que je me suis fourrée? Ouais, je voulais me prouver que je pouvais aussi vivre quelque chose, que je pouvais être attirante, que quelqu'un pouvait m'aimer en fait. Et puis sauf que je voulais tellement que quelqu'un m'aime que je choisissais la mauvaise façon. Parce que c'est pas ça que je cherchais en fait. Racontez-nous comment ça s'est passé une fois que vous êtes dans sa chambre. Je crois qu'on a bu un verre et puis après, enfin, on s'est embrassés et puis on a commencé à coucher ensemble. Ça, c'était, à ce moment-là, j'étais consentante. Et en fait, à un moment donné, il a enlevé le préservatif. Et ça, j'étais absolument pas d'accord. Et puis, j'ai dit non et il a continué. Puis à partir de là, c'était plus consenti. Puis il y a aussi eu un rapport anal que je voulais pas. Enfin, il m'a pas demandé et puis qui m'a imposé. Et après, c'est flou. Genre, je me souviens pas. Enfin, j'ai un peu une impression de plus être dans mon corps et puis d'être extérieur. Puis plus ça passe, plus ça devient flou. Et après, quand ça s'est terminé, genre, j'ai pas réussi à bouger en fait. J'étais vraiment, j'ai pas fermé l'œil la nuit, mais j'osais pas partir. Et puis quand je me vois toute la nuit vraiment couchée à me dire, je sais même plus trop. J'avais des pensées qui tournaient, mais sans vraiment avoir de sens. Et j'étais coincée, on va dire. Puis au matin, j'ai réussi à partir, réussi à m'extriper de moi-même, on va dire. Et j'ai pris la voiture. Puis en fait, je me rendais pas compte de ce qui s'était passé. C'était vraiment... Je suis arrivée chez moi et j'ai envoyé des messages à des potes parce que je leur avais dit que j'avais un rendez-vous le soir d'avant. Voilà, trop cool, etc. Et à fur et à mesure de la journée, je voyais mon corps, j'étais en mode, j'ai des bleus un peu partout. Et je commence à réaliser. Et en fait, mes messages, je pense qu'ils ont changé un peu en mode « Ah ouais, voilà, c'était bien et tout. En fait, il y a un problème. » Cet état de choc perdure pendant 2-3 jours. Eva finit par se rendre aux urgences pour faire un constat d'agression sexuelle. Les gynécologues relèvent de nombreux hématomes et des déchirures sur les parties génitales. Mais comment vous vous sentiez-vous après ce qui s'était passé? C'est plus facile de décrire factuellement, mais c'est... Après, sur le moment, je pense que j'ai vachement... enterré les choses. J'avais un examen qui comptait beaucoup dans un mois. J'ai mis dans une boîte. J'ai vraiment tout... Je me suis dit, ok, là, le plus important, c'est ton avenir. Tout ça, de toute façon, c'est fait. On y pensera plus tard. Et je suis assez forte pour ça, mais j'ai clivé. J'ai vraiment tout rassemblé, mis dans une boîte et je l'ai fermé. Et je me suis préparée et j'ai réussi j'ai réussi l'examen. Ce n'est que 4 ans plus tard, une fois la première partie de ses études de médecine terminée, que le traumatisme ressurgit. Encore maintenant, je pense que je m'en veux un peu. Qu'il y avait plein de drapeaux rouges et que je les ai juste ignorés. Parce que je me suis pas assez respectée. Je me suis pas assez respectée, pas assez écoutée. Et en fait, c'est très difficile parce que rationnellement, je sais que je suis une victime, je sais que c'est pas ma faute, je sais que c'est sa faute à lui. Mais au niveau de mon ressenti, j'arrive pas des fois à me dire ok, c'est sa faute à lui. Genre, toi, tu peux rien. Le déni vécu par Eva pendant 4 ans est une conséquence psychologique très répandue après une agression sexuelle. C'est lié à la sidération psychique, un état vécu par 70% des victimes selon certaines études. Marie-Josée Lacasa est psychologue spécialisée dans l'aide aux victimes. L'agression sexuelle est quand même une expérience traumatisante, très importante, qui peut générer en effet des réponses multiples.
Et c'est surtout des réponses qui vont être en lien avec une certaine paralysie au niveau du corps et au niveau du cerveau, où la personne qui vit cette expérience sexuelle va rester figée, comme une sorte de diffraction qui se passe dans sa tête, et va pas savoir ni penser ni agir, parce qu'il va rentrer dans un état de sidération, presque un état figé, où même si cette agression sexuelle, évidemment, comporte des conséquences, à ces moments-là, elle va rester paralysée, bloquée, avec des sentiments de ne pas pouvoir même se défendre. Au moment où ces personnes qui vivent une agression sexuelle sortent de son corps, c'est un peu comme si, par protection véritablement de leur circuit et de leur possibilité d'entendre ce qui se passe, ils vont avoir une certaine anesthésie émotionnelle. Et dans ce sens-là, en fait, ils restent, ou elles restent la plupart, spectatrices de ce qui se passe, comme s'ils n'étaient pas là, comme si tout se passe en dehors d'elles. C'est-à-dire qu'elles sortent dans son corps, elles vont ne pas du tout être dans la possibilité de penser et d'agir à ce qui se passe. Et malheureusement, c'est ce type de situations qui vont être très difficiles, parce qu'une personne qui est dissociée est une personne qui supporte l'insupportable, dans ce sens-là. Insupportable. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'épreuve vécue par Julie une nuit d'octobre 2019. Elle a alors 26 ans. Des amis lui ont ouvert depuis peu un compte sur Tinder. Au détour d'un swipe, Julie tombe sur un homme charmant. Je le trouvais attirant. Il amenait la discussion, il était gentil. Puis il était intelligent. Et puis du coup, ça avait bien accroché. Sur Tinder, on a passé peut-être quelques jours. Après, on s'est envoyé nos numéros WhatsApp. On s'est échangé nos Facebook. Parce que pour moi, c'était quelque chose de très important d'avoir soit le Facebook, soit l'Instagram. Pour vérifier que la personne existe vraiment. Et d'avoir le WhatsApp, ça rassure un peu. Et puis, on a discuté pendant quelques temps. Ensuite, on s'est rencontrés dans un café. Et puis on s'est revus pour un dîner. On s'était dit qu'on cherchait tous les deux une relation sérieuse, que c'était pas pour seulement se rencontrer, avoir du sexe et tout ça. Donc voilà, on était sur la même longueur d'onde aussi. Du coup, il m'a proposé d'aller souper chez lui, parce que comme il avait un enfant et puis qu'il avait la garde à ce moment-là, à ce moment-là, il avait son enfant chez lui. Et puis, j'ai dit oui. Je lui ai dit clairement que si ce jour-là, il attendait des relations sexuelles, ça allait pas se passer. Et puis que si c'était ça qu'il attendait, il fallait me dire parce que j'allais pas venir. Au début, il était sympa, il était avenant. On a bu un apéritif. Ensuite, il a couché son enfant. Et puis c'est là que ça a commencé à dégénérer. Alors là, il tente de m'embrasser à plusieurs reprises. C'est un moment assez gênant parce que moi, j'ai pas tellement envie de ça, donc je tourne la tête, mais je fais un petit peu comme si c'était trompé. Et puis ça arrive plusieurs fois. Et puis, à un moment, il décide que ça suffit, et donc il me prend par les cheveux et il m'oblige à l'embrasser de force. Ensuite, il m'oblige à aller de l'autre côté de la table. Et puis là, il me couche sur la table, tête contre la table, donc à plat ventre. Et puis il commence à me donner des fessées, il me retourne, il me gifle. C'est tellement violent pour moi que je suis plus du tout là, en fait. Je dirais que j'attends que ça se passe, et puis je reste un petit peu... j'ai l'impression que mon cerveau, il fonctionne plus. Je suis comme en stand-by à l'intérieur de moi. Ensuite, il se déshabille du bas, il m'oblige à lui faire une fellation. Et puis ensuite, il décide de me mettre la ceinture autour du cou. Il la serre, il la desserre. Ensuite, il m'oblige à me regarder dans le miroir. Et puis, il m'oblige à me regarder, en fait, suffoquer. Après, il décide d'enlever la ceinture. Il me met sur le canapé et il m'oblige... il s'assied sur mon visage, en fait. Et il m'oblige à lui faire un anulingus. Ensuite, de nouveau, il m'oblige à lui faire une fellation et il m'éjacule sur le visage. Là, je comprends
pas du tout ce qui m'arrive. Je reste comme ça, je fais rien. Et puis il se balade dans l'appartement, il décide d'aller chercher un papier pour m'essuyer le visage. Ensuite, il décide qu'on va aller dans une autre chambre. Et puis là, il me pénètre. Et puis je pleure, je dis non à ce moment-là. J'ai l'impression d'avoir repris mes esprits. Ensuite, je décide qu'il faut absolument que je parte. Et puis là, je vois que la porte, elle est fermée à clé. Et qu'il n'y a pas la clé, en fait, sur la serrure. Donc, j'ai pas trop de moyens de faire ça discrètement, parce que j'ai peur des représailles. Et puis, je décide d'attendre qu'ils s'endorment pour pouvoir m'en aller. J'attends quelque chose comme 2 heures, 3 heures. À un moment donné, j'entends bien qu'il dort. Je décide d'aller dans la salle de bain pour appeler quelqu'un pour venir me chercher. Et puis ça fonctionne pas parce que tout le monde a le Natel éteint. Alors j'attends. Je me vois avec toutes ces marques sur le corps, dans un pas très bon état. J'attends que quelqu'un me réponde. Et puis finalement, c'est le cas. Donc un ami répond, et puis il décide de venir me chercher. Elle parvient à trouver un trousseau de clés et ouvre la porte. Quand je sors de l'appartement, je m'écroule dans la rue. J'arrive plus à marcher, je peux plus. Et puis je vois en fait mon ami avec la police. Donc je les vois de loin, mais j'arrive pas à me manifester, j'ai plus de force. Ils me posent des questions, j'arrive pas à répondre. Donc je garde le silence pendant tout le long. Je veux pas qu'on me touche. Et puis ils se sont montrés très sympas avec moi, patients. Et vous, pourquoi à ce moment vous voulez pas raconter? Pourquoi vous voulez pas porter plainte? Parce que j'ai peur. Et puis j'aimerais vraiment rentrer, j'aimerais me doucher. Et puis j'aimerais passer à autre chose. En état de choc, et malgré la nuit d'horreur qu'elle vient de traverser, Julie refuse de porter plainte auprès de la police. Une réaction qui est celle de la majorité des témoins que nous avons rencontrés. Ce qui me retient, c'est... Je pense que c'est... aller au poste de police, devoir prouver qu'est-ce qui s'est passé. Et je me dis, c'est quoi le bénéfice, en fait, aussi. Parce que souvent, c'est des plaintes qui aboutissent pas. Bon, après, je parle très défaitiste. Hein. Est-ce que c'est une sorte de reconnaissance que je cherche en portant plainte? Mais c'est une reconnaissance que j'aurais pas forcément, du coup. Parce qu'il y a une présomption d'innocence, ce qui est très bien pour certains cas, mais qui, du coup, dans des cas un contre un comme ça, autant de temps après, pas forcément... c'est difficile. Je me disais peut-être il faut quand même que je le signale. Mais après, je me disais, au fond, rien s'est passé, on peut faciliter la chose, donc je me sentais aussi coupable. Et à la fin, je dis, non. En tout cas, ils vont dire, voilà, vous l'avez invité chez vous, vous l'avez cherché, entre guillemets. Sur le moment, encore plus que maintenant, j'avais vraiment pas envie de poursuivre cette personne, de devoir ressortir toute l'histoire encore, de devoir encore trouver des preuves, parce que ce sera ma parole contre la sienne, de me fatiguer encore pour ça, alors que finalement, le plus important pour moi, c'était surtout de me reconstruire moi, plutôt que de repenser encore à la personne qui m'avait fait ça, à l'agresseur. C'était quelque chose... Voilà, je voulais pas encore avoir quelque chose à faire avec lui. C'était principalement ça. Des réactions qui paraissent étonnantes, mais qui correspondent à celles de la grande majorité des victimes d'agressions sexuelles, comme le démontre en 2019 une enquête mandatée par Amnesty International en Suisse. Marie-Laine Libert est sociologue à l'Université de Genève.
8% des personnes qui disent avoir subi une agression sexuelle disent avoir porté plainte. Et parmi les raisons pour lesquelles elles n'ont pas porté plainte, eh bien, c'est la honte. La honte de ce qui leur est arrivé, la honte de s'être mis dans une situation que d'autres pourraient considérer à risque. C'est la culpabilité qui est assez proche, finalement, elles se sentent coupables de ce qui leur est arrivé. Et puis, c'est aussi le manque de confiance, en fait, dans la justice, ou l'idée que, finalement, la justice ne pourra pas grand-chose, en fait, ou ne fera pas grand-chose pour elles. Une crainte renforcée par la réputation parfois sulfureuse des applications de rencontres. Un constat qui navre le commissaire Nicolas Rizzetto, chef de la brigade criminelle du canton de Vaud. Elles doivent venir déposer plainte si elles estiment avoir été victimes d'agressions sexuelles. Ça fait aucun doute, comme de tout autre délit d'ailleurs. Ça fait absolument aucun doute. La honte ou la culpabilité ne sont pas poursuivies par le code pénal. Donc elles doivent impérativement s'annoncer. Alors il y a déjà, pour qu'elles soient reconnues comme victimes, c'est déjà une chose importante, mais il y a également un aspect préventif aussi, où leur action va permettre sans doute de pouvoir interrompre l'action d'un prédateur sexuel ou d'un agresseur qui répéterait ses actions au travers de ses réseaux sociaux ou de tout autre moyen. Dans le code pénal suisse, les agressions sexuelles et les viols sont pourtant des délits poursuivis d'office. Avocate au barreau de Genève, Jacqueline Meutard traite régulièrement des cas d'agression sexuelle. Mais la poursuite d'office, l'intérêt, c'est la protection de l'ordre public. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui sont d'une telle gravité que l'État considère qu'on ne peut pas les laisser sans poursuite. C'est ça, en fait. Indépendamment du statut de la victime, qui est libre ou non d'apparaître dans le procès. Chaque fonctionnaire, magistrat qui a connaissance d'une infraction qui se poursuit d'office doit le signaler et doit ouvrir une procédure. Ça, c'est la loi. La police est donc tenue d'ouvrir une enquête lorsqu'elle détient des éléments indiquant qu'une agression sexuelle a eu lieu. Après avoir retrouvé Julie au petit matin, les policiers ont établi un rapport que nous nous sommes procurés. Leurs observations sont explicites. Elle était à genoux, au sol, en pleurs, se trouvait dans un profond mutisme. Elle était visiblement traumatisée. À la question « Avez-vous été contrainte de faire quelque chose que vous ne vouliez pas ?», elle a répondu par un non hésitant et a fait oui de la tête. Relevons qu'elle serrait fortement les jambes lorsqu'elle marchait. Il est fort probable qu'elle ait été victime de contraintes sexuelles durant la nuit. Les divers éléments recueillis permettent aussi aux policiers de comprendre qui est l'auteur présumé de l'agression. Les agents transmettent le dossier à la brigade des mœurs. Tous les éléments semblent donc réunis pour l'ouverture d'une enquête policière. Mais ils n'ont rien fait. Ça me met en colère. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait valoir mes droits. Poursuivi d'office, c'est bien joli, mais finalement pas tant que ça. Et puis j'ai l'impression d'avoir pas été protégée par le système judiciaire. Sur le principe du droit, effectivement, il y a des crimes qui se poursuivent d'office. Après, il y a quand même la réalité de la situation. Cette dame dont vous parlez, elle a été orientée sur un centre médical pour faire un constat médical, ce qui est essentiel. Ça fixe déjà la situation. Nous, on a quand même besoin d'éléments au départ. Si on n'a pas suffisamment d'éléments, on prend le risque pour la victime de ne pas pouvoir reconnaître la situation qu'elle a clairement vécue. Mais quand on lit le rapport, on voit qu'ils ont compris qu'elle a été victime d'agression sexuelle. C'est censé être des délits qui sont poursuivis d'office, donc la victime n'a pas besoin de porter plainte. Donc c'est dur à comprendre que l'enquête n'ait pas été ouverte. C'est une question d'opportunité aussi. C'est une opportunité. L'objectif reste quand même
a priori de préserver la victime aussi. Elle a déjà subi des agressions, une agression grave la plupart du temps. Cette victime était identifiée. Alors, je ne peux pas vous confirmer comme ça, mais je suis convaincu qu'elle a eu des échanges avec la police et qu'il a été décidé pour une question de rythme, d'opportunité, d'attendre qu'elle soit prête. L'événement est passé. La temporalité a un peu moins d'importance, si ce n'est que l'auteur n'a pas été arrêté et aurait pu récidiver. D'où l'importance d'accepter pour ces victimes de déposer plainte rapidement, qu'on puisse investiguer, qu'on puisse mettre hors d'état de nuire ou confondre les auteurs de ces agressions. Julie n'a pas souvenir d'avoir été contactée par les policiers tout au long des 7 mois qui ont suivi son agression. Elle reste seule avec cette histoire et sombre dans une profonde dépression. Je vais extrêmement mal. Je sais pas quoi faire de moi, j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive plus à vivre. Donc je vais plus à l'université, je fais rien. J'ai l'impression d'être un poids. C'est compliqué parce que tout le monde me demande pourquoi t'as rien fait, mais pourquoi t'es pas parti, pourquoi tu t'es pas débattu. Et puis moi j'ai pas d'explication. Je comprends pas, j'arrive pas vraiment à me figurer que j'ai eu cette réaction parce que je suis pas quelqu'un normalement qui se laisse faire. Je pense que c'était le plus compliqué, c'est de savoir qu'on a été dans cet état de faiblesse et puis de se regarder dans le miroir. Parce que c'est tellement... On a tellement honte d'avoir rien fait. Moi, je me serais jamais attendu à avoir une réaction comme ça. À bout de force, elle entame une thérapie. Grâce à ce soutien et à l'insistance de ses proches, elle trouve finalement la force, 7 mois plus tard, de porter plainte. Raison pour laquelle elle témoigne anonymement. Débute alors une deuxième épreuve, celle des démarches judiciaires. Julie doit répéter les détails de son histoire encore et encore, se confronter à la partie adverse, mais aussi aux doutes des magistrats. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir été sur une application de rencontre, ça joue en votre défaveur dans cette histoire? Je pense que ça change le regard des gens. Je pense que dans notre société, les gens ne sont pas prêts à admettre qu'on ne s'est pas mis dans cette situation toute seule. Et puis je pense qu'avec Tinder, ça accentue ça, parce qu'on a rencontré la personne, on a cherché à la rencontrer, et puis je pense que c'est sur cette démarche qu'on est jugé. Mais finalement, on peut tellement pas s'attendre à ça de la part d'un être humain qu'on se doute de rien. Donc on se jette un petit peu dans la gueule du loup, et puis ça nous est ensuite reproché. Les procédures judiciaires sont une épreuve pour les victimes et leurs résultats souvent décevants. Le nombre total de victimes d'agressions sexuelles par année n'est pas connu. Mais par exemple, dans le canton de Genève, environ 200 personnes s'annoncent en moyenne pour ces motifs chaque année dans les centres d'aide LAVI. Une trentaine décident de porter plainte. Seules 5 de ces plaintes aboutissent à un procès. Les autres sont classées. Et 2 cas seulement verront leurs auteurs condamnés par la justice pour agression sexuelle. Au final, et comme dans des résultats d'études similaires en France, on estime que seulement 1% des agressions sexuelles mènent à une condamnation. Ces chiffres ont été établis à Genève par Marilène Libert. Elle a épluché les jugements d'agression sexuelle dans le but de comprendre quels facteurs influencent les sentences des magistrats. Dans les cas où il s'agit d'un parfait inconnu, où on a des violences qui se passent peut-être dans l'espace public, une agression, quelqu'un qui est caché dans un fourré et qui saute sur sa victime, eh bien là, la justice a peu de peine, en fait, à qualifier les violences et à condamner le coupable, puisque, en fait, les faits sont clairs, les faits sont avérés. Il n'y avait pas de relation de séduction. Et donc, ils arrivent à qualifier les faits.
quand il y a des formes d'interconnaissance, et notamment des relations de séduction qui auraient pu avoir lieu avant, eh bien là, la justice a beaucoup plus de peine, en fait, à qualifier les faits. La plupart du temps, en fait, elle va estimer que l'auteur présumé, en fait, n'a pas pu comprendre les signaux de sa victime, ou n'a pas pu comprendre que sa victime n'était pas consentante. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a une forme d'extension du consentement. Tout se passe un peu comme si le fait qu'on ait dit oui à un moment donné, où on ait pu avoir une envie de mieux connaître quelqu'un, eh bien, était une extension, finalement, une garantie de ce consentement jusqu'au bout de la relation. En somme, pour la justice, fréquenter les applications de rencontres semble être une circonstance aggravante contre les victimes de viol. Elles se retrouvent donc démunies pour affronter le long chemin de la reconstruction, chacune à sa façon. Il y a l'acte, il y a la violence de cet acte, et après, il y a toute la reconstruction qu'il y a après. Et pour moi, elle passe par un procès. Après, d'autres personnes, ça peut passer par autre chose, mais pour moi, j'ai besoin que ce soit acté et que ce soit jugé comme tel. Pourquoi vous vouliez témoigner aujourd'hui? Je pense pour moi, c'était aussi une façon de se reconstruire. C'est ironique parce que je me vois pas porter plainte, mais en parler comme ça, c'est quelque chose où je me dis, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça peut m'aider. Genre que c'est une façon d'avancer. En fait, c'est une façon un peu de se réapproprier son histoire. Parce que je m'en suis tellement sentie dépossédée que ouais, c'est une façon de réapprendre que oui, ça m'est arrivé, que oui, c'était pas ok, que oui, enfin, je peux avancer.